À quelques rares exceptions près, trois conditions très souvent cumulatives sont nécessaires pour remporter une guerre dans un conflit moderne. La supériorité aérienne, une supériorité conséquente en termes de soldats et ou d'armement, ou à défaut, un énorme effet de surprise, et enfin, une capacité logistique suffisante pour approvisionner les troupes et les renforcer. Ces conditions se sont confirmées en Ukraine. Si la Russie a rapidement pris le contrôle aérien et dominé en termes d'armement et de soldats, la question logistique et des renforcements a renversé un conflit qui s'était montré au départ unilatéral. L'immensité du territoire à couvrir n'a fait qu'aggraver les conséquences de cette faiblesse. C'est à ce moment que les soutiens extérieurs ont commencé à croître considérablement et à réduire tout autant le second atout de la Russie, la supériorité de son armement. Un schéma identique pourrait se produire à Taïwan. Il est donc crucial pour la Chine de parvenir à maintenir ces trois conditions tout le long du conflit et le clore le plus rapidement possible pour diminuer les chances d'un soutien efficace extérieur. En effet, si le soutien à l'Ukraine a au départ été timide, il est ensuite devenu constant et très appuyé. On peut raisonnablement penser que si le conflit durait, des soutiens auront le temps de venir en aide à Taïwan. Entre sa place géographique extrêmement stratégique par le passage du commerce maritime dans le détroit, le fait qu'elle bloque l'accès direct de la Chine au Pacifique, mais aussi sa place économique centrale, notamment à cause des microprocesseurs, il fait peu de doute que Taïwan obtiendra un soutien conséquent. C'est pour cette raison que j'ai personnellement du mal à croire que la Chine choisirait d'établir un véritable siège de l'île durant des mois ou des années, car on voit à quel point le conflit ukrainien dure malgré les incessantes frappes russes. Mais bien sûr, je ne suis évidemment pas à leur place et j'ignore certainement certaines des raisons tactiques qui les pousseraient à choisir cette voie. Donc si dans 3 semaines la Chine démarre un blocus, ne vous moquez pas, même Xi Jinping ne sait probablement pas ce qu'il fera. Cela dit, tout comme on sait à peu près à quelle période de l'année devrait se passer l'attaque, à cause des longues périodes de typhon et de brouillard qu'on a vu dans la précédente vidéo, il y a relativement peu de mystère sur la façon dont devraient se dérouler les premières phases de l'invasion elle-même, tant les options sont limitées pour la Chine. S'il n'est pas déjà en place, l'île sera soumise à un blackout d'informations juste avant l'attaque. La Chine est très compétente dans le domaine du cyber et elle limitera les possibilités d'échange de l'île pour réduire la rapidité de réaction de Taïwan et de ses alliés. Bien qu'il y ait des craintes quant à une éventuelle attaque sur des satellites, il semble assez peu probable que la Chine se livre à de telles actions sur ce conflit. Des attaques officielles dans l'espace, c'est à mon avis un précédent dangereux pour lequel aucun pays n'a envie d'être retenu. Pas aussi grave que le nucléaire, mais pas si loin. L'un des buts essentiels de ce blackout est de créer un minimum d'effet de surprise et de ralentir la communication au sein de l'île et avec l'extérieur. Cela ralentira un peu la réaction des alliés, mais surtout, certaines régions pourraient ne pas être au courant de suite que l'attaque a démarré, ce qui faciliterait la mise en œuvre de la seconde étape, qui démarrera très vite après le début du blackout. Depuis plusieurs années, la Chine n'a cessé d'accroître ses violations de l'espace aérien taïwanais. S'il s'agit bien sûr en premier lieu d'une démonstration de force, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que le jour où la Chine décidera de véritablement attaquer, elle pourra positionner beaucoup d'avions sans que cela n'ait l'air d'une attaque. Et c'est là certainement la raison de l'accroissement de ces violations, donner l'impression qu'elles ne sont pas les signes d'une offensive. Le jour de l'attaque, alors que Taïwan pensera qu'il s'agit d'une simple violation comme il y en a presque quotidiennement, l'offensive aura en réalité commencé. Aux drones et à l'aviation chinoise viendront s'ajouter de nombreux éléments d'artillerie qui pourront les cibler depuis le continent car la distance entre la Chine et Taïwan est suffisamment faible. Les cibles prioritaires sont alors très simples, tout ce qui peut rendre la suprématie aérienne plus complexe. L'artillerie antiaérienne, les vaisseaux antiaériens, les aéroports militaires, les radars et communications, mais aussi des bâtiments de commandement ou du gouvernement, afin de ralentir la réponse taïwanaise. La plupart des cibles sont assez simples à trouver, et l'île est très compacte contrairement à l'Ukraine, ce qui permet facilement de cibler de très nombreux points en même temps. Cela dit, les cibles clairement militaires ne sont pas toutes aussi accessibles, certaines sont souterraines et d'autres sont camouflées. Même l'attaque surprise la mieux préparée qui soit ne pourra pas causer des dégâts cataclysmiques.
Si un tiers de l'aviation chinoise traverse le détroit, il sera vite clair que quelque chose cloche. La rapidité de réaction de Taïwan pourrait alors changer drastiquement le conflit, même si ses premières attaques venaient à être fructueuses. Dans un conflit moderne, remporter la victoire dans les airs, c'est prendre un immense avantage sur son adversaire, car cela permet non seulement des frappes précises et puissantes, mais également de ravitailler et renforcer aisément. En conséquence, il est extrêmement difficile de maîtriser les cieux, car chaque camp réalise l'importance de cette donnée. C'est pour cela que les premières heures de l'invasion russe se sont concentrées sur cette maîtrise, et s'ils l'ont eue pendant plusieurs semaines, elle est désormais bien moins nette. La Chine ayant appris des erreurs russes, on peut s'attendre à un stockage massif de carburant afin d'assurer le fonctionnement en continu de son aviation. On en reparlera plus loin, mais dans une opération amphibie qui nécessiterait une traversée de plusieurs heures, ne pas contrôler les airs créerait un véritable enfer pour les troupes chinoises, qui ne pourraient tout simplement pas se replier ou attendre puisqu'elles seraient sur l'eau. Il faut donc s'attendre à un déploiement aérien massif et à des tirs d'artillerie incessants sur les positions de la défense anti-aérienne et de l'aviation taïwanaise. Afin d'éviter une maîtrise aérienne chinoise, il est fort probable que plusieurs niveaux de défense anti-aérienne soient prévus. Des armes longue distance, comme les Patriotes, qui nécessitent cependant une importante logistique, un second niveau avec une artillerie anti-aérienne plus classique, et enfin des armements individuels comme les Manpad qui permettent une défense anti-aérienne continue, y compris dans le cas de la destruction complète des 2 premiers niveaux de défense. Seul le temps dira si cela suffira. C'est à cette étape que la Chine possède une marge de manœuvre et qu'elle fera un choix qui changera drastiquement le visage du conflit. Obtenir une maîtrise complète des cieux ne se fera pas en quelques heures, il faudra plusieurs jours, si ce n'est des semaines. La question est alors simple pour la Chine, quand est-il idéal de lancer la traversée maritime du détroit ? Cette maîtrise est tellement cruciale ici que si Taïwan s'en sortait particulièrement bien au cours de ses premières étapes en limitant la destruction sur l'île tout en infligeant des dommages conséquents à la flotte aérienne chinoise, il n'est pas impossible que l'invasion soit reportée. À ces risques et périls, la Chine pourrait en effet commencer la traversée du détroit avant d'avoir la domination complète des cieux, mais plus elle la démarrera tôt, plus ce sera dangereux pour elle. Si les bâtiments maritimes auront tous été regroupés sur les côtes chinoises, ils ne s'en éloigneront certainement pas trop rapidement, sauf à risquer d'être des cibles faciles sous le feu de l'aviation taïwanaise et de perdre énormément d'équipements et d'hommes. Il est très important de comprendre qu'une opération amphibie est particulièrement difficile à réaliser et que les succès les plus connus, comme l'opération Overlord de la Seconde Guerre mondiale, cachent en réalité de nombreux échecs cinglants. À l'époque, de nombreux généraux pensaient que cette mission relevait du suicide. Même si les navires sont aujourd'hui équipés de solutions antiaériennes, la situation est globalement pire car l'acheminement de toutes les ressources nécessaires à un conflit moderne est une tâche herculéenne tant les navires, mais surtout les équipements et les soldats sont vulnérables au cours de la traversée. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, couler un navire peut parfois mener à des milliers de morts et la perte de très nombreux engins. C'est notamment le cas quand on parle de bâtiments aussi massifs que des croiseurs, des bâtiments de débarquement ou bien sûr des porte-avions. En plus de rendre tout de suite le débarquement plus faible, cela rend aussi le déploiement et le renforcement des troupes plus lents au moyen et long terme, puisque de moins en moins de troupes et d'équipements peuvent être apportés par l'attaquant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les grandes opérations amphibies couronnées de succès ont presque toujours présenté 3 caractéristiques. La maîtrise des airs, une supériorité en termes de nombre et ou d'armement, ou un grand élément de surprise, et enfin la capacité à rapidement se renforcer. Le débarquement en Normandie et la bataille d'Incheon pendant la guerre de Corée font partie de ces rares situations. À l'exception de la guerre des Falklands où l'aviation britannique partait de plus loin que l'armée argentine, je ne connais pas d'attaque amphibie d'envergure remportée en dépit d'un désavantage certain dans l'une des 3 catégories. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à la partager. Les calculs d'experts considèrent qu'il faudrait au grand minimum 250 000 soldats pour prendre l'île, mais qu'au moins le double serait nettement préférable. Or même avec l'augmentation conséquente des capacités de l'armée chinoise que je vous ai montré dans la vidéo précédente, il restera très difficile de transporter suffisamment de troupes pour prendre le contrôle de l'île. Selon la plupart des estimations,
il sera difficile de transporter plus de 25 000 soldats par trajet, même en sacrifiant une partie des équipements et de la logistique, et en utilisant des navires commerciaux et pas seulement des navires militaires. Cette capacité se développe mais relativement lentement par rapport à l'importance qu'elle revêt. Il faudra donc, quoi qu'il arrive, des jours, voire des semaines, pour procéder à l'acheminement des troupes et du matériel nécessaire à la prise de l'île. Et cela en comptant une domination aérienne très nette, sans quoi la situation pourrait très vite devenir intenable. Pour donner une idée, sur le seul jour du 6 juin, le débarquement en Normandie a mené à plus de 10 000 morts côté allié, alors que le terrain était nettement plus favorable que celui de Taïwan et que l'opposition a rapidement battu en retrait. À Taïwan, le recul des troupes sera physiquement très limité. Entre la proximité des villes et la taille restreinte du territoire, il n'y aura probablement une retraite taïwanaise qu'une fois les plages véritablement perdues. Il ne faut donc vraiment pas sous-estimer la difficulté qui se présente à la Chine dans cette mission. En plus de cela, la fin de cette étape signifiera le début d'une phase à peine moins difficile pour l'envahisseur, la guérilla urbaine, que l'on va évoquer un peu plus tard. En attendant la domination aérienne, une partie de la traversée sera toutefois sûrement réalisée afin d'obtenir un avantage tactique, car une première étape indispensable pour faciliter la traversée du détroit sera de capturer sur le trajet les îlots appartenant à Taïwan. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 2 premières chaînes de défense qui attendront les Chinois. Taïwan n'est en effet pas une seule île. Plusieurs îles plus petites existent à travers le détroit, certaines à quelques centaines de mètres seulement du continent. Kinmen se trouve par exemple juste aux abords de la Chine, mais d'autres, comme Penghu, se trouvent à mi-chemin dans le détroit et servent de radar en cas d'attaque, mais sont également chargés de missiles en tant que première ligne de défense. Une fois que ces îles tomberont, elles serviront de relais à la Chine afin de faciliter l'étape la plus importante de l'offensive, l'arrivée sur les plages taïwanaises. Leur capture permettrait non seulement de réduire les capacités de nuisance de Taïwan, mais également de créer un point de fixation et de ravitaillement à mi-chemin. À ce moment-là, il y a une possibilité pour les Chinois de s'arrêter et de soumettre Taïwan à un siège, car il sera très compliqué d'envahir rapidement. Dans ce cas, il leur faudra faire un blocus de plusieurs mois, voire années, pour ne pas avoir des centaines de milliers de morts et des pertes énormes de matériel. L'île a largement les ressources pour tenir 6 mois, et si jamais elle est soutenue par voie aérienne, le blocus chinois pourrait se montrer insuffisant. La Chine a vu le soutien apporté à l'Ukraine, peut-être se dira-t-elle qu'un tel siège est voué à l'échec. On est au milieu de cette vidéo, c'est le moment du call to action secret. Si vous êtes toujours sur cette vidéo d'Exmatérié, dites-le en commentaire. J'avais déjà mis ça en place sur la vidéo précédente, elle est sponsorisée par moi-même. Si vous me découvrez, jetez un œil au reste de la chaîne et voyez le reste du contenu qui pourrait vous intéresser. Pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, Patreon ou les membres YouTube, vous aurez à nouveau accès dès la fin de cette vidéo à la prochaine vidéo de la chaîne. Cette fois, la prochaine vidéo est un sujet totalement différent, mais je suis sûr que vous l'apprécierez et que vous découvrirez l'une des raisons secrètes d'un des phénomènes qui a radicalement changé l'Occident au cours des 10 dernières années. La vidéo sera disponible dès que vous aurez fini de regarder celle-ci. C'est à la fois une façon de remercier les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne, et ça depuis des années, et en même temps, une bonne raison de vous encourager à le faire aussi. Toujours pas de promesse absolue, mais si cela fait 2 fois que je réussis à maintenir ce rythme de publication, il y a de bonnes chances que cela continue et que les soutiens de la chaîne aient désormais accès aux vidéos en priorité. Merci d'avance si vous décidez de soutenir la chaîne, et si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, vous pourrez quand même avoir accès à la vidéo sur YouTube, il faudra juste attendre un petit peu plus. On en arrive enfin au débarquement lui-même. Je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, il y a moins de 15 plages sur l'ensemble de l'île qui pourraient raisonnablement le permettre. Et ce chiffre, c'est en comptant plusieurs plages qui n'offrent qu'1 ou 2 kilomètres avant de voir des massifs montagneux de plusieurs centaines de mètres ralentir drastiquement toute avancée. Une destruction stratégique d'une dizaine de routes au niveau de ces montagnes pourrait diviser par 2 le nombre de plages adéquates pour un débarquement massif. Contrairement à la Normandie, où l'on pouvait débarquer autant de troupes que les navires le permettaient,
Sur les côtes taïwanaises, cela sera conditionné par ce que les plages pourront accueillir. Surtout qu'il faut éviter une concentration de troupes trop importante, sous peine de devenir une cible facile pour l'artillerie et les tireurs isolés qui pourraient toucher quelqu'un même en cas de tir manqué si trop de troupes sont présentes. Des troupes arriveront également par la voie des airs, mais l'entraînement et les équipements nécessaires aux parachutistes feront que leur nombre sera très nettement inférieur aux infanteries débarquant sur les plages. Grâce aux très nombreux signes avant-coureurs dont on a parlé dans la précédente vidéo, l'île se sera préparée en rendant notamment les plages très difficiles d'accès avec l'installation de mines, de barbelés et d'artillerie pour contrer l'assaut maritime et aérien en même temps. Entre le début de l'attaque et les premiers débarquements sur les plages, l'armée a maintenant été pleinement mobilisée, tout comme une partie des 1,6 million de réservistes. Sur les premières vagues de débarqués, très peu survivront face à la préparation des combattants taïwanais, et ils serviront surtout à réduire la première ligne de résistance de l'île. Si tout se passe comme prévu pour la Chine, il lui faudra quand même au minimum 10 jours pour acheminer toutes les troupes nécessaires. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les transports fourniront en soutien supplémentaire des ressources, voire des équipements plus lourds, comme des blindés. Il est inévitable que le processus ralentisse, comme cela a été le cas lors de précédents débarquements. Au début, le moral élevé permet d'avancer rapidement, mais la fatigue finit par s'installer et il faut faire tourner les équipes. En plus de ça, les pertes de navires, d'avions et d'hélicoptères réduiront régulièrement la quantité maximale déplaçable en une seule fois. Enfin, des ravitaillements, réparations et opérations de maintenance seront nécessaires, ce qui ralentira encore davantage le processus. À titre de comparaison, le débarquement en Normandie avait vu arriver le premier jour environ 130 000 troupes amphibies, 23 000 parachutistes et 14 000 véhicules avec 15 000 tonnes de fournitures. Au bout de 6 jours, ces nombres avaient seulement été multipliés par 2 pour les troupes et par 3 pour les véhicules. Au bout d'un mois, moins de 900 000 troupes avaient débarqué, même si ce chiffre est moins important puisque la phase d'offensive pure était terminée et qu'il s'agissait davantage de soutenir logistiquement que par le nombre. Cette étape est probablement l'une des plus difficiles à établir temporellement. La Chine peut très vite prendre le dessus si elle maîtrise complètement les airs et le combat frontal arrivera rapidement. Il est également possible que le fractionnement de l'attaque du fait du nombre limité de navires permette à Taïwan de tenir longtemps ses côtes sans reculer. Plusieurs d'entre elles sont constituées de terrains très boueux et plats, un désavantage considérable pour l'envahisseur. Plus Taïwan résiste, voire même si elle parvient à ne pas du tout perdre son littoral, et plus les chances d'une retraite chinoise sont fortes. Après plusieurs jours de débarquement continu, on peut toutefois s'attendre à ce que certaines troupes taïwanaises doivent reculer partiellement sur le territoire face à la masse chinoise. Le conflit entrera alors dans une phase plus proche de ce que l'on a connu en Ukraine, avec des affrontements directs relativement équilibrés. Je vous renvoie vers plusieurs sources militaires en description qui expliquent cela bien mieux que moi, mais je vais soulever certains points qui rendent ce conflit dès le départ bien plus difficile que ce que les Russes devaient affronter en Ukraine. La majorité des véhicules de l'armée de terre seront presque inutiles pour la Chine par rapport à un conflit plus classique. D'abord car il est difficile de manœuvrer avec des véhicules lourds sur des plages boueuses. Mais ensuite, une fois cette première étape franchie, il existe peu de routes praticables pour des équipements terrestres lourds et seuls des véhicules de transport pourraient réellement être utilisables en quantité. Il est certain que le faible nombre de routes disponibles pour aller au cœur de l'île sera utilisé par les Taïwanais pour créer des embûches et quelques sabotages réussis pourraient rendre les routes complètement inutilisables et forcer les Chinois à traverser l'île à pied. Au-delà de ces 6 étapes, 2 questions cruciales restent. La première, c'est de savoir s'il y aura un soutien occidental, et à partir de quel moment. En cas de soutien suffisamment conséquent et rapide, la possibilité que le débarquement chinois échoue augmente considérablement. La seconde, tout aussi importante, c'est celle de la guérilla urbaine et de la résistance de la population de Taïwan. À la suite de la première élection sur l'île de Taïwan, la réaction chinoise avait forcé le président américain de l'époque, Bill Clinton, à envoyer la Navy pour calmer les velléités chinoises. Aujourd'hui, le ton reste fort, mais une telle démonstration de force ne serait plus envisagée, au risque de démarrer un conflit. La question du nucléaire dans l'opposition Chine-USA est évidemment centrale. Mais en cas de conflit démarré par la Chine, la balance se renversera et sauf débâcle,
je serais surpris que l'on ne voit pas de nombreux pays venir à l'aide de Taïwan. La résistance de l'île sera probablement longue, mais elle dépendra évidemment du soutien qu'elle reçoit. Il n'y aura probablement pas de problème pour obtenir des armes, mais il pourrait être difficile de les transporter, notamment si la Chine parvenait à créer un blocus très tôt autour de l'île. C'est notamment pour éviter cela que les pays voisins installent des bases américaines sur leur territoire, ce qui permettrait d'assurer le contrôle de la côte est de l'île. La question principale est simple. Est-ce que Taïwan bénéficiera du même soutien que l'Ukraine ? Les US sont bien évidemment les plus importants ici. Sans eux, il sera difficile de tenir sur le long terme et la progression des premières semaines sera également plus simple pour la Chine. Le soutien des pays asiatiques, et notamment ceux longeant la côte Pacifique, sera également crucial. Et heureusement pour Taïwan, beaucoup de ces pays craignent les volontés expansionnistes de leurs voisins. Le Japon et la Corée font partie des alliés les plus évidents. Ils ont un fort sentiment anti-chinois et hébergent des bases américaines. Mais la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam ou les Philippines seront probablement au soutien de Taïwan, que ce soit directement ou à travers une aide des USA. Il y a eu une tendance pour ces pays, ces dernières années, à une amélioration des relations avec les États-Unis. Certains craignent une sorte de Pearl Harbor sur un territoire hors de Taïwan, mais franchement, je n'y crois pas du tout, le passé ayant montré que ce genre de tactique était souvent contre-productive. Je suis plus réservé sur l'Inde, bientôt Bharat, car même s'ils ont une relation très conflictuelle avec les Chinois, leur intérêt ne se trouvera peut-être pas là. Par contre, la Chine redoute que l'Inde profite de cette attaque et de la concentration de ses troupes sur l'île pour réaliser une offensive, par exemple au Tibet, où il y a un conflit entre les deux pays. Un peu plus lointain, mais avec une proximité idéologique forte avec les US, je serais surpris que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne soutiennent pas Taïwan. Ils ont déjà des relations qui sont au mieux compliquées avec la Chine et craignent son expansion, donc il s'agira là pour eux d'une occasion idéale d'affaiblir un rival. Enfin, contrairement à la guerre en Ukraine, l'Europe sera ici aux antipodes du conflit, et l'aide sera certainement plus faible, mais jouera tout de même un rôle. Le fait d'être aussi éloigné joue forcément sur les aspects pratiques et moraux au moment d'aider. Des difficultés avec les composants électroniques pourraient nous inciter à un soutien plus fort. Il faut également espérer que le conflit ukrainien soit terminé, sinon cela pourrait rendre beaucoup plus compliqué tout soutien. Sur ce point, la question sur laquelle il est le plus difficile de se projeter est de savoir si les pays occidentaux enverront leurs armées pour aider Taïwan. Je ne parierai pas forcément dessus, en tout cas pas dans une implication directe dans le conflit. Un élément majeur à ne pas négliger et que l'on a vu avoir un immense impact en Ukraine est la guerre urbaine, qui est complètement différente d'un conflit classique. Lorsque les Russes ont cherché à prendre Kiev dans les toutes premières semaines de leur invasion, ils ont cherché à contourner autant que possible toutes les grandes villes sans les prendre, sauf lorsque c'était le seul moyen de traverser. Et ils avaient bien raison, parce que la guerre dans les villes est extrêmement difficile pour les armées modernes, composées de beaucoup de blindés, surtout en tant qu'attaquants. Il est très facile, surtout pour un défenseur, de mettre en place des pièges et des snipers, mais aussi de lancer des attaques éclairs avec des petits commandos. C'est d'ailleurs ce qui a forcé les Russes à reculer après la première attaque. Il est souvent considéré qu'il faut un soldat pour 10 habitants afin de maintenir le contrôle, ce qui nécessiterait par exemple dans le cas de Taïwan, l'intégralité de l'armée chinoise. On imagine donc aisément qu'il faudrait un certain temps d'occupation et de domination avant que la population ne se soumette. Si vous vous demandiez pourquoi les Russes ont tout rasé en Syrie et dans certaines villes ukrainiennes, c'est parce qu'il n'y a vraiment que deux solutions dans le cadre de la guerre urbaine. Soit option 1, on nettoie bâtiment après bâtiment, et c'est très long et ça nécessite beaucoup d'hommes. Soit option 2, on détruit la ville, et on vient ensuite la prendre une fois qu'il n'y a plus de bâtiments permettant aux défenseurs de mettre en place les tactiques évoquées précédemment. C'est souvent cette seconde option que les Russes ont choisie. Cette pratique semble cependant moins présente chez les Chinois, et il serait idéologiquement très difficile de justifier de raser toutes les villes de l'île, qui est considérée comme chinoise. En faisant ça, elle s'assure aussi la perte de toute l'industrie des semi-conducteurs. Je n'exclus pas la possibilité que la Chine décide de tout détruire, mais je ne pense pas que ce soit l'option qui soit privilégiée. Et on arrive là à une caractéristique diamétralement opposée de Taïwan face à l'Ukraine, la densité de population. Taïwan a une densité de 656 habitants par kilomètre carré,
là où l'Ukraine en a 73. La densité des principales villes taïwanaises est 2 à 4 fois plus importante que les équivalents ukrainiens. En plus de cela, la configuration montagneuse de l'île limitera énormément les véhicules pouvant atteindre les villes en question. On peut sans difficulté imaginer un sabotage intentionnel des routes. Là où les Russes pouvaient atteindre aisément les villes avec beaucoup d'équipements, les Chinois seront considérablement limités et l'affrontement urbain sera une opposition d'hommes et non de machines. Ça veut dire que si l'option choisie est celle d'une guerre urbaine classique, alors le combat sera très difficile pour les Chinois qui devront affronter des zones urbaines très concentrées avec une population bien plus entraînée que ne l'était la population ukrainienne. En effet, là où l'Ukraine n'avait remis en place un service militaire qu'en 2014, Taïwan l'a toujours maintenu et après avoir réduit sa durée il y a une dizaine d'années, elle l'augmente désormais régulièrement. À partir de 2024, il durera 1 an, et même si cela reste évidemment insuffisant pour entraîner une armée, ça suffit pour donner les moyens de se défendre à des centaines de milliers de personnes. Au-delà du service militaire qui fait que la population est de base bien mieux préparée, on pourrait toutefois se demander à quel point les Taïwanais sont prêts à se défendre comparé aux Ukrainiens. Et ça tombe bien, des sondages donnent une idée de cela. Juste avant l'invasion russe, 65% de la population ukrainienne disait se sentir ukrainienne avant toute autre catégorie ethnique ou régionale, alors qu'il existait clairement des minorités et partis pro-russes dans le pays. Ce chiffre est passé désormais à près de 90%, une augmentation que seule une guerre peut procurer. En comparaison, il y a 1 an et demi, les derniers sondages montraient qu'en 30 ans, la proportion des habitants se sentant seulement taïwanais était passée de 17 à 64%, une proportion équivalente à celle que l'on voyait en Ukraine avant l'invasion. Il est donc vraiment raisonnable d'imaginer que cette proportion augmenterait très vite comme en Ukraine en cas d'attaque chinoise. À côté de ça, la proportion de ceux se sentant chinois et taïwanais est passée de 50 à 30% en 25 ans, et seuls 2% des habitants de l'île se sentent uniquement chinois, contre 26% il y a 30 ans. En plus de cela, 63% des Taïwanais avaient une mauvaise image du Parti communiste chinois, contre seulement 10% avec une image positive. Dans ce contexte, difficile de croire qu'une attaque chinoise ne se frottera pas à une grande résistance des Taïwanais qui sont entraînés régulièrement pour cette possibilité. Le gouvernement chinois dit bien sûr que les sondages sont faux, peut-être parce qu'ils sont habitués à fausser les chiffres, mais s'ils croient vraiment que ces chiffres sont faux, ils vont sûrement avoir une mauvaise surprise en arrivant sur place, comme la Russie qui avait pu relativement aisément récupérer la Crimée et les territoires avec d'importantes communautés pro-russes, mais qui s'était confrontée à une toute autre résistance dans les autres régions.